Alors, hier, on a parlé des chauffarots qui ont eu des dégâts. On a fait la halachot. Maintenant, on est dans la Mishnah. On a fait la Mishnah. Alors, je reprends rapidement la Mishnah, parce qu'on a déjà fait hier toute la halachot. On a avancé beaucoup sur la halachot. Maintenant, je reprends la Mishnah pour faire la Gemara. Shofar chez Nizdak. Vedibeko. Pasoul. Un chauffard qui a été fêlé, il a collé, il est pasoul. Dibek Shivre Shofarot, il a collé des morceaux de chauffarot pasoul. Nika Boustamo, il a eu un trou et on a bloqué le trou. Kafzain Amoudbet. Celui qui sonne à Tokia, le Tochabor, ou le Tochadout, ou le Tochapitas, celui qui sonne dans un puits ou dans une citerne ou dans une fontaine. Im kol shofar shama yatasi, il a entendu un son clair du shofar, il a été acquitté. Veim kol avara shama, et s'il a écouté qu'un écho, lo yatsa. Ainsi, vechen mishaya over achre bet knesset, celui qui passait derrière une synagogue. O shaya beto samuch le bet knesset, ou que sa maison est proche d'une synagogue. Veshama kol shofar o kol megillah, il a entendu le shofar ou la megillah. Im kiven libo, il a pensé, il a mis son cœur pour être acquitté, yatsa. Veim lav, et sinon, lo yatsa. Et pourquoi? Les deux ont entendu. Celui-là qui a eu la kavana et celui qui n'a pas eu la kavana. Celui qui n'a pas eu la kavana, il voulait apprécier la belle lecture du lecteur de la Megillah ou le son, la qualité de son, mais il n'a pas pensé que ça allait être son chauffard. Finalement, il est arrivé à la synagogue, il a vu qu'il a raté son chauffard. Il dit, tiens, j'ai déjà entendu. Im kiven, ze kiven libo, vezelo kiven libo. On a dit que Shulchan Aruch, dans Siman Samech, il a tranché à la Halemaase que toutes les mitzvot mideoraita tzerichot kavana, miderabanan enam tzerichot kavana. La kavana, elle n'est pas merakevet. La beracha bevadai, elle n'est pas merakevet dans toutes les mitzvot, même les mitzvot minatora. Même que la bracha, il faut la faire, mais elle n'est pas indispensable. Si tu n'as pas fait toute mitzvah de la Torah, tu l'as fait sans faire de beracha, tu as sonné au chauffard sans bracha. Tu as été acquitté. Tu as mangé la matzah sans bracha, tu as été acquitté. Tu es rentré dans la souka sans bracha, tu as été acquitté. Tu as mis le tzitzit, les tefilin sans bracha, tu as été acquitté. Brachot enan merakevot. Ouais, c'est nachon. Même que la bracha, elle amène la kavana beaucoup de fois. Nous, on est le peuple de la parole, c'est-à-dire il faut acter avec la parole. Non, il faut acter avec la parole, tu as raison, mais c'est l'homme à Tu fais pas de bracha en mangeant une pomme. Non, ça c'est autre chose. Dès que tu t'arrêtes, alors, tu as une pomme, tu as commencé à manger, ben, tu fais la bracha, tu continues, tu complètes. Mais tu as mangé une matzah et tu n'as pas fait la chilat matzah. Mais tu avais la kavana de manger la matzah, de faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, et tu as fini de manger la matzah. Tu ne vas pas remanger une matzah pour faire la mitzvah. Parce qu'il y avait la kavana. Oui, il y avait la kavana. Si tu as la kavana de faire la bracha pour une pomme, c'est la même chose. Non. C'est de non, parce qu'une pomme, tu peux toujours manger. C'est-à-dire la question, c'est brachat hanéanim, tu veux profiter, tu manges une bouchée. Ah, j'ai oublié, alors je fais sur la deuxième bouchée. Il y a dans la halakha, même de la nourriture c'est pas beau, ça dégoûte. Si on fait sortir, ben on n'a pas à faire sortir. Tu manges, tu avales, et après tu fais la bracha. Et ça, c'est que ce soit d'oraita ou des rabanan, c'est le même principe. Le même principe. La bracha. Parce qu'hier, on avait vu que quand c'était d'oraita, tu es obligé de faire la bracha, et quand tu es rabanan, tu ne peux pas la faire. Je t'écoute, Daniel. Hein. C'est ça, hein? Ouais. Mais encore une fois, la bracha, elle n'empêche pas. La kavana, elle empêche. Ah. Et quand c'est un safek dans des rabanan, on ne fait pas de bracha. Bon, on revient maintenant. Tanu Rabanan. On revient à la Gemara. Tanu Rabanan, Aroch, Vekit Sero. J'ai eu un chauffard qui était long. J'ai décidé de le couper, de le raccourcir. Kacher. Quel est le chidouche, vous allez me dire? Que j'ai pris le chauffard, j'ai détruit quelque part le son qu'il avait. Parce que je t'aurais dit, le chauffard, c'est une corne. Ou bien, le Kesef Mishnah, il dit quel est le chidouche de la Mishnah? C'est que si j'ai eu un chauffard, je vais expliquer sur le chauffard. J'ai le chauffard. Maintenant,
mon chauffard, il a eu ici un trou. Un trou d'une manière qui empêche le son de sortir correctement. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas soul, n'est-ce pas? J'ai dit que même si je colle quelque chose dessus, c'est pas soul. Qu'est-ce que je fais? Je vois que j'ai ici le trou. Donc mon chauffard, quelque part, il est pas soul. Comment je vais rendre mon chauffard cachère si je scie? Alors, Shulchan Aruch te dit, alors Rabbi Yosef Karo dans son commentaire Kesef Mishneh, sur le Rambam, il te dit que le Hidouche, il est que même qu'il n'était pas soul en ayant ce sang, alors l'Ich Ora, il y a un nom de pas soul sur le chauffard. Comment ça se fait que si tu coupes, tu vas le rendre cachère? Alors il dit, tu as enlevé le trou. Alors le Hidouche, c'est que même qu'il a eu un nom de pas soul, il peut redevenir cachère du moment que j'ai coupé. C'est le trou qui rend pas soul, mais ce n'est pas le chauffard en soi qui est pas soul. Et ça, c'est le ridouche de la Gemara. Parce que sinon, c'est simple le ridouche de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Alors, elle te dit Aroch vikitzero kasher. Girdo vehemido al gildo. Il a enlevé, vous voyez, ici, il a pris le chauffard, il a rendu tellement fin, comme du papier. Comme je vous ai expliqué, très très fin. Ici. Il a taillé, 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 il a bien frotté et est devenu très très fin. Gildo, gildo, c'est-à-dire gildo, glide en hébreu. Sur quoi on dit ça? Sur les gildo en hébreu, ça veut dire quelque chose de très fin. Tu dis ça sur de l'oignon. Les couches qui couvrent l'oignon à l'extérieur, ça s'appelle, non, les couches qui couvrent l'oignon, ça s'appelle les externes, pas à l'intérieur. Ces petites feuilles-là, gildé betsalim, ça s'appelle. Gildé. C'est très très fin. Quand tu veux dire, voilà, quand tu veux exprimer quelque chose de très très fin, tu dis gildé. Alors, mido al gildo, aussi c'est cachère. Pourquoi? C'est une forme. Et niach chauffard betor chauffard, on a fait l'essai hier de mettre un chauffard dans un autre, d'habiller le chauffard dans un autre chauffard. Alors ça dépend. Si j'ai entendu la voix du premier chauffard, de celui-là que je sonne, et il y a l'autre chauffard qui sort, mais j'entends le son qui sort des côtés et pas le son qui sort du deuxième chauffard, c'est cachère. Mais si j'entends le son qui sort du deuxième chauffard, comme où je fais rentrer l'air dans le chauffard, c'est le premier et pas le deuxième, c'est khatzitza et c'est pas cachère. Je te donne un exemple. Oui. Si par exemple, j'ai un chauffard, la bouche elle est top, mais là il est fêlé. D'accord? Maintenant j'ai un second chauffard, que l'autre chauffard, la bouche elle n'est pas bien, mais il est bien. Alors je le fais rentrer et j'essaie de faire passer le son, que le son il va de là à là. Parce que moi je suis habitué à cette bouche-là. Tu fais rentrer la petite bouche dans le grand dossier. Ben oui, je fais rentrer la petite bouche du second chauffard dans le large de ce chauffard. C'est impossible de sortir un son. Hier, là j'ai laissé les chauffards, j'ai amené qu'un chauffard. Hier, je l'ai essayé, ici après le chiot, on a réussi à faire sortir le son. Je leur ai montré. C'était le son du premier. Non, il y avait un moment que c'était le son du deuxième. Je peux le ramener, vous allez voir. Ah, ça m'intéresse. Ouais. Tu mets le petit bout. Alors j'ai pris le petit bout, j'ai pris un chauffard fin, je l'ai mis dans un chauffard large et je l'ai bien mis jusqu'au bout, il est arrivé, ça veut dire au bout. Et je sonnais. Alors quand il a bougé un peu, on entendait le son qui sortait par le côté du chauffard. Et quand je l'ai bien bougé, le son il sortait par le deuxième. J'ai une question. Si tu fais ça à Rosh Hashanah, par exemple. Ben, c'est ça la question. Non, mais alors il te dit, et que si le c'est son il sort pas dans l'autre. Par le premier? Par le premier. Cachère. Par le premier, c'est cachère. J'ai mis un son. Tu as entendu un son correct qui est sorti de ma bouche? Il y a un autre chauffard dedans. D'où il est sorti le son? Du premier chauffard? Du celui-là que je mets dans ma bouche? Oui, du premier chauffard. Cachère. Et du deuxième chauffard? Non, pas soul. Parce qu'il est passé en l'air. Mais attends, et de là-bas, il est si sorti. tu mets le deuxième chauffard, c'est pour que le son il sort de l'autre bouche. Mais il n'est pas Kederhertz qui a. Il n'y a pas Ve'avartem. Parce que ma bouche, à moi, elle ne sonne pas dans un chauffard. Elle sonne en l'air et de là-bas, elle rentre. Et c'est pas bon. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on ne pourrait pas écouter une sonnerie de chauffard où il y a deux personnes qui sonnent en même temps? Mais alors, Pourquoi? Non, il y a deux personnes qui entendent deux sons. Oui, ça peut perturber que l'ishmoa colle chauffard.
Quand le chauffard, c'est chacun il entend. Alors ça déjà, la Gemara elle a abordé ta question. Est-ce qu'on a le droit d'entendre deux chauffarotes? Est-ce qu'on En même entend temps. deux grands? La Gemara a dit non, c'est mieux une. Mais Oui. s'il y avait deux personnes qui ont sonné, c'est pas grave. Je n'ai pas compris. Tu dis tout à l'heure, j'ai une petite bouche, elle me va bien. L'autre, il est cassé. Je mets un autre chauffard pour avoir un autre son. Maintenant, tu dis que si le son il sort du deuxième chauffard, c'est pas soul. Parce que le deuxième chauffard, il n'a pas été sur ma bouche. Il a pris de l'air. Mais alors, il n'y a aucun intérêt à mettre un autre chauffard si c'est pas soul. Mais alors, j'ai donné un exemple. Quelqu'un, par exemple, on lui dit sonne. Il a un chauffard, ici, il est cassé, il n'est pas bien de ce côté. C'est-à-dire, il ne fait pas sortir un beau son. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le deuxième chauffard, que lui, il est bien large, mais il a une mauvaise bouche, tu vois? Parce que le chauffard, il a une belle bouche ici. La bouche, elle est adaptée. Mais des fois, il n'a pas un beau son, tu vois? Il a un son qui est embêtant, qui est énervant, qui est fin, qui est mal taillé. Donc, il fait une action pour rendre son son pas soul. Oui. Pour rendre. Bah, oui. Il veut améliorer. Il a essayé. Ben, c'est ce qu'il dit. Nathan Chauffard Betor Chauffard. À mon avis, il devait le faire ça à l'époque parce que pour adapter des sons. Tu vois, c'est comme si tu avais. C'est comme une trompette que tu lui mets un truc pour l'adapter à ta bouche. Il y a des bouches fines, des grosses bouches. Là, on parle de Rosh Hashanah, on parle pas de faire de la musique. D'accord. Oui, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui. Il y a des fois des chauffarottes, il y a des gens qui arrivent que le chauffard il est adapté. Par exemple, ceux qui sonnent de côté, c'est les meilleurs ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire rentrer n'importe quel chauffard. Moi, j'arrive pas à faire. Mais ils prennent n'importe quel chauffard. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas de muscle ici. J'ai ici rien qu'au milieu. Mais les gens qui arrivent, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que par là, il suffit. Tu peux la gérer. L'ouverture, tu peux la gérer, mais tu peux faire très peu. Moi, je connais des spécialistes. J'arrive pas, moi, j'ai des problèmes avec le. Donc, ils font sortir d'une manière exceptionnelle. N'importe quel chauffard qu'ils mettent, il sonne d'une manière extraordinaire. Moi, que je sonne que du milieu, j'ai besoin, et beaucoup de gens comme moi, c'est pour ça qu'on a fait pour eux cette adaptation. Vous voyez? Parce que le chauffard, regardez le chauffard, normalement, il est fin, c'est une corde, d'accord? Vous voyez comment il devient épais, là, pour faciliter? Embouchure. Ouais. Comment ça s'appelle? Une embouchure. Une embouchure. Donc, ils font une embouchure, et elle est large, et elle s'adapte. Mieux, plus l'embouchure, il est large, il convient mieux à toute bouche, et tu le mets facilement. Tu le mets facilement, parce que l'embouchure, le but de l'embouchure, c'est quand quelqu'un il fait. Alors, s'il fait trop fort, il y a trop d'air qui sort, et ça ne peut pas sortir non plus. C'est comme une trompette. Essaye de faire fort, il n'y a pas. Il faut que tu trouves la facilité pour pouvoir faire passer l'air des poumons dans le chauffard. Donc, à mon avis, les chauffards, l'idée, l'intérêt de mettre un chauffard dans un autre chauffard, c'est quand l'embouchure, il y a un problème. Et de l'autre côté, par contre, il y a un beau son. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait mettre enfilé un dans l'autre et sonner. Alors, il te dit, si tu entends la sonnette du premier chauffard, cachère, et si tu l'entends du deuxième qui sort, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce passage de l'air. Parce que la bouche du autre chauffard, elle est arrivée que ici. C'est ce qu'il dit. Si pas Ouzav, alors maintenant. Si pas Ouzav, bimkom anachat pe, pasoul. Shelo bimkom anachat pe kasher. Si pas Ouzav, je reprends. Tanu Rabbanan, Aroch vekitzro kasher. Girdo, ve'amido al gildo kasher. Si pas Ouzav, s'il a plaqué d'or, si c'est ici dans l'embouchure, dans l'embouchure. S'il a mis dans l'embouchure, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'or entre mes lèvres et la corne. Khatsitsa. Si je l'ai mis depuis là, par exemple, il n'y a pas de problème. Il y a des qui disent vaut mieux que ça, cet endroit, il soit dégagé de tout, tu peux le mettre là. Il y a des décos. D'ailleurs, quand on achète les chauffarottes, souvenirs d'Israël, etc., qui sont posés, ben, il y a ici une dorure ou quelque chose. Ça veut dire quoi exactement? Quelque chose qui empêche. Il n'y a pas de lien entre ma bouche et le chauffard. Ah.
c'est la voix qui sort avec l'or, pas forcément avec le chauffard. Tipa uzav, mi bifnim pasoul, mi bachutz, im nishtana kolo, ça dépend. Maintenant, à l'extérieur. Si la voix, elle a changé, pasoul, im lav kasher. Nika boustamo, il y a eu un trou. Si j'ai bouché, alors ça dépend. Nika boustamo, la Gemara dit, im marakevetate kia pasoul. Si quand il y a eu le trou, j'essaie de sonner et j'entends pas une sonnette, elle n'est pas belle la sonnette. Et elle est déformée complètement. Donc après, quand j'ai rebouché, je l'ai remis bien. Donc, il s'avère que c'est quoi qui donne la voix? C'est le morceau de plastique. Alors, c'est pas sous Veim là, mais si ça sonne quand même, et j'ai rien que bloqué pour avoir un bel aspect de chauffard, caché. Mais là, que le son soit authentique. Si je fais des réparations sur le chauffard et que j'arrive à reproduire le même son que s'il n'y avait pas un trou, il est caché. Même s'il est d'avec. Si de toute façon il faisait un son, si ça n'a pas été abîmé, tu as raison, mais si ça a été abîmé, que j'arrive plus à sonner avec le chauffard, on n'a pas le même, ça c'est pas bon. Il te dit Kmocheou, le même son. Mais peut-être qu'il y a, il te dit. Même s'il y a un son déformé, c'est-à-dire un son enroué par exemple, et après j'ai mis un son et il sort bien, c'est cachère parce que toutes les voix sont cachères. Rien que le problème on a, c'est quand le chauffard il ne sonne plus. Quand il y a un trou important, il ne sonne plus. Nathan chauffard betor chauffard, im kol pnimi shama, quand il a mis un chauffard dans un autre chauffard, s'il a entendu la voix du chauffard interne, il a été acquitté. Et s'il a entendu le chauffard externe, il n'a pas été acquitté. Tanou Rabbanan, la Gemara, elle dit, Girdo, je l'ai gratté à l'intérieur ou à l'extérieur, kacher. Girdo veremido al gildo, il est devenu tellement fin, kacher, et niar chauffard betor chauffard. J'ai mis un chauffard dans un chauffard, im kol pnimi shama yatsa, ve im kol chitzon shama lo yatsa. Afachon vetakabo, la Gemara a dit, c'est quoi afachon vetakabo? Alors la Gemara, elle a dit, c'est quoi afachon? Afachon, elle pensait que c'était comme une chaussette, que j'ai pris le chauffard, je l'ai ramolli dans l'eau et je l'ai retourné de l'autre sens. Comme une chaussette ou un tricot. Rachid dit comme une djellaba que tu enlèves. Oui. Kétonette. Alors la Gemara a dit c'est quoi? Quoi Afachon? Alors la Gemara a dit Amar papa, l'autre m'a dit après qui ne dit pas que j'ai pris le chauffard, que je l'ai renversé comme si j'enlevais une djellaba. Non. Et là, chez Riv et Akatsar, Vekitzer et Arahav. Il a pris son chauffard, il l'a mis dans de l'eau chaude, il a élargi ce coin, il a élargi, et celui-là, il a rétréci. Il a rétréci, il a fait de lui une bouchée. Une boucherie. Une bouche. Waouh. Comment tu dis? Quoi? Embouchure. Une embouchure. Voilà. Une embouchure. C'est bien aussi. Hein? La boucherie, c'est bien aussi. Ouais. Pourquoi on dit la boucherie, le boucher? Parce qu'il donne dans la bouche. Boucher. Oui, mais pourquoi ça s'appelle un boucher? Du sens bûche, du sens. Butcher, je vois. Ça doit être lié à la bouche, non? Ce que tu dis, c'est que si on a le droit de. Tu reçois un chauffard comme ça, tu le chauffes, tu passes le petit. Le petit au gros et le gros Moutard. assour, c'est pas des erguidoulo. Bauchier, c'est l'ancien français. Bauchier. Celui qui tue les animaux. Destiné à la consommation. Chochet. Chochet. Bouc. Ah, ça vient du mot bouc. Il tue les boucs. C'est ça? Ça, c'est dérivé du bourreau. Le corban. Ah, bourreau, le bourreau. Ravata Bahim. Non, oui, même en hébreu. À la base, un boucher, ça ne s'appelle pas ketzav en hébreu. Ketzav, c'est de l'hébreu moderne, plus moderne. C'est tabah. Dbah, même en arabe. Dabbah. Dabbah, c'est le shochet, dabbah. Tabar, c'est un cuisinier. Non, c'est quelqu'un qui tue. Qui égorge même. Même, tu vois bien que Ravata Bahim, c'est celui qui était responsable des bourreaux. C'est vrai, on dit,
toujours quand tu dis, toujours dans le langage de la Torah, qui dit Tevach ve'achen, prépare-nous quelque chose. Midbar, ça veut dire toujours, c'est pas du vegan. Le mot midbar, il ne peut pas exister dans le vegan. Midbar en hébreu, midbar, c'est une cuisine. Mais le mot mitbar, c'est dbar, il faut égorger, il faut tuer un animal. Quand Yitzhak il dit à son fils, tbar ve'achen, c'est tu. Donc quand un gars du vegan, il te dit, j'ai mon mitbar, vegan, tu peux lui mettre de la viande. C'est mitbah, tu tues de la viande. Mitbar, tu tues il a fait mais c'est comme isbeach, c'est exactement. Et le zain et le dalet, ils changent. Misbeach, mitbeach, matbeach, c'est le sens d'égorger. Zevar, c'est le zain dalet qui change, c'est tuer. La prononciation du chet, c'est le dernier souffle. Ça vient du fondamental. Et pourquoi le zain avec le dalet, il change? Parce qu'en hébreu, le dalet, il y a deux types de dalet. Les gens, ils ne savent pas. Mais il y a un dalet qui ressemble au TH en anglais. Le dalet en hébreu. Ça fait d. Alors, d, c'est comme zain. Zain, c'est prononcé. Et d, c'est faible. Alors, quand tu veux dire prononcer, tu dis misbeach. Quand tu veux dire un peu plus faible, tu dis midbeach. Nous, en hébreu moderne, on a perdu la notion du dalet rafoui. Dans le Shema Israël, Hashem Elohim ou Hashem Echad, le dalet de Echad, il doit être comme un TH en anglais. Echad. Pourquoi? Parce que le dalet, il est rafoui, il n'y a pas de point là-dessus. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elohim ou Hashem Echad. Mais c'est bizarre parce que c'est un synonyme de faiblesse un peu. Non, tu ne dis pas Echad. Parce que c'est à la fin de la lettre. Donc, il ne peut pas être d'agouche. Ce n'est pas une lettre d'égoucha. Tu ne peux pas dire Echad. Tu dis Echad. Il doit être faible. Il est à la fin le dalet. Ah, d'accord, faible dans la prononciation. Dans la prononciation. Alors, le dalet, moi, j'avais envoyé au Rav Mazouz, quand j'étais jeune, je voulais savoir toutes les lettres, bien prononcer les lettres hébraïques, comme elles ont été dites par Moshe Rabbeinu. Et quand je suis arrivé alors, le guimel, par exemple, le guimel, les Arabes, ils l'ont déformé. Nous, le guimel, c'est rimel. Il y a rimel et il y a guimel. Chez les Juifs du Yémen, eux, ils ont appris des Arabes. Ils ont le gué et le djé. Gimel. Nous, on n'a pas de gimel. Les Sfarad, c'est guimel rafoui. Melech Moshia Umaren. Pas Umajen. Maren Abraham. Maren David. Pourquoi? Parce que le guimel, il est rafoui. Quand je suis arrivé au dalet, j'ai posé à plein de rabbanim. C'est quoi le dalet rafoui? Puisqu'on sait que le point, il existe pratiquement dans toutes les lettres, les 22 lettres. Alors, comment je prononce un dalet avec point et un dalet sans point? Personne qui savait me dire. Marren, c'est presque deux lettres. Marren. C'est presque deux lettres. Marren. Oui, tu as raison. Alors, parce qu'il est rafoui. Garonne. Oui, mais c'est bizarre parce qu'on dit qu'une lettre, tu ne peux pas la rajouter. Non. Il y a des lettres que tu fais. D'ailleurs, quand tu fais quelle est la différence? Alors, quelle est la différence entre Gimel Refouya et Resh? Puisque tu dis que Gimel Refouya, il devient Resh. Oui. C'est que le Resh, il doit être un Resh, comme les Arabes qui le prononcent. Re. D'accord? Même le Aleph. Oui. Même le Aleph, en hébreu, le Aleph d'Agouche et le Aleph Rafoui, il est rare. Mais le Aleph, c'est comme en arabe. En arabe, tu as la bonne prononciation du Aleph, il y a un et, il y a un et. D'accord? Comme en français, tu as le e, tu as le et. D'accord? Même en hébreu, il y a Aleph, quand elle est naha, oui. Il y a Ata Yomar Nahashem, Yomer Hashem. Et les Israéliens, ils sont incapables de dire un e ou un o. En arabe, par exemple, c'est très, très important de faire la différence entre un Aleph qui est en plein mot, comme Vayomer, que le Aleph, tu ne le sens pas, où il y a Vayomer, comme si c'était écrit Vayomer. Le Resh, alors le Resh et le Gimel, alors c'est Gimel, Rimel, et maintenant Resh, c'est Re, Israël. Re. C'est très dur, hein? C'est une prononciation. Il y a du même endroit de la gorge. Oui.
Mais le Ramazouz, ils sont. Et alors j'ai posé la question. Alors les gens, il y avait un Rav Ben Zion Cohen à Jérusalem. Il y avait un Rav Ben Zion Cohen à Jérusalem. Et je lui ai envoyé aux deux une lettre, au Rav Mazouz, au Rav Ben Zion Cohen. Alors le Rav Mazouz, il m'a répondu. Il m'a dit la prononciation du Dalet Degusha, elle a été perdue déjà il y a des centaines d'années. Elle est pratiquement plus appliquée dans aucune communauté séfarade. Même chez les Ashkénazes, ils ont perdu toutes les règles de la prononciation. Mais même chez les séfarades, on peut trouver que dans certains endroits, par exemple les Bourharim, il y a des gens qui ont gardé un peu, et la vraie prononciation, il y a des preuves, la prononciation du Dalet Rafa, qui n'a pas de Dagesh, qu'on met à la fin du mot, c'est comme un TH en anglais. Tu prends la langue et tu la mets, tu la fais toucher, tu la fais taper sur les dents en haut, tu fais d. Ehad. Ça, c'est la bonne prononciation pour Kiryat Shema. Il faut bien la prononcer. On revient à notre sujet. Tanoura Banan. Alors oui, Maïtama. C'est pas tout simplement tu feras passer un chauffard dans ton pays. Tu feras passer la sonnette dans le chauffard. Et comme la sonnette Derechatkia, c'est de là à là, donc quand je renversais, j'ai voulu sonner de l'autre côté, c'est pas Derechatkia. Même que normalement, ça devrait être Derechidulo, parce que la corne, quand elle pousse sur le bélier, elle pousse du côté large. Mais Ve'avartem, la Torah qu'est-ce qu'elle a dit? Ve'avartem Derechavar. La majorité des gens dans le monde, ils sont comme ça. Dibet chiffré, shofarot, pastou. Maintenant, on est dans les halachot de coller des morceaux de chauffard. Alors, déjà, quel problème on peut avoir? Avant de toucher la Gemara, on va essayer de soulever les problèmes. Alors, premier problème qu'on a, qui est un problème dans toutes les choses de la Torah, min bemino, min besheino mino, otzetz. Tout autre produit qu'il peut y avoir, sauf le chauffard, c'est khatitza, il empêche. C'est plus du chauffard. C'est comme dans le loulav, il peut y avoir des problèmes de khatitza, si ce n'est pas pour la beauté du loulav. Dans les tefilines, quand je mets dans les tefilines, par exemple, je vais arranger mes tefilines, je vais mettre du plastique ou du silicone. C'est khatitza, c'est pas minbemino. Le loulav, quand il est complètement habillé, qui sont très beaux. Non, quand il est beau, c'est moutard. Tout ce qui est pour la beauté est non chotzetz. Mon beau-père, il faisait un loulav. Oui. Il dit, mais on voit que c'est plus un loulav. Oui. Tous les juifs du Maroc, ils faisaient comme ça. Au Maroc, c'était le concours des loulavim. Et les gens, ils venaient à la synagogue, ils les habillaient avec le pompon en haut. Et pour eux, et c'était la mitzvah des femmes. C'est la femme qui fait le décor pour son mari. Il y avait des femmes qui faisaient le crochet depuis Chodesh Elul. Elles faisaient un crochet pour habiller le loulav. C'était comme les femmes ne faisaient pas le loulav, alors elles voulaient au moins avoir participé dans la mitzvah du mari. Elles avaient des vraies valeurs. Même en Algérie, même les Algériens ils faisaient ça, pareil les Marocains. Et même en Tunisie, j'ai vu des Tunisiens qui mettent. Et qui m'ont dit qu'ils mettaient même à Tunisie. C'est moins fourni, mais pas comme au Maroc. Alors, Ça revient bien. Non, ils faisaient. Déjà, c'est écrit dans la Gemara déjà qu'ils faisaient ça. À Jérusalem, c'est écrit que les tzadikim de Jérusalem, ils décoraient leur loulav avec de l'or, des fils en or, pur or. Ils mettaient dessus. Et pareil que ça. Et à Jérusalem, tellement ils aimaient la mitzvah du loulav, que les gens, ils prenaient le loulav en rentrant à la synagogue, pas dans le Hallel, et ils laissaient le loulav dans la main jusqu'à la fin de la tfila. Ouais, alors c'est une galère. Tellement ils aimaient le loulav. Ça veut dire qu'il était toujours à portée de main comme ça. C'est joyeux, tu vois. C'est vraiment très joyeux. Moi, je comprends. On a perdu beaucoup d'état d'esprit des choses.
À mon avis, Il le joue. le fait, à mon avis, Sukkot, c'était la à mon avis, dans la diaspora, dans beaucoup de villes comme en France, etc., ils n'avaient pas de loulavim. Donc, ils envoyaient une seule personne qui, par exemple, les Juifs de France et d'Allemagne. En Allemagne, où tu trouves un palmier. À l'époque, imagine-toi, à l'époque du Roche, du Maharam de Rothenburg, il y a 600 ans, chaque communauté juive, elle prend un cavalier le mois de Elul, il voyage en Italie en Espagne. ou en Espagne pour retourner avec un étrog ou deux loulaves et quelques hadas qui les entouraient bien dans des serviettes, étaient bien fermés dans des boîtes pour arriver dans la communauté. La seule chose qu'ils avaient en Europe, c'était le sol pleureur. C'est tout. C'est tout. En France, trouve-moi un palmier en France. Alors, il faut y aller au sud de la France. À Nice. Ouais. Alors, à Paris, par exemple, les Tosfot vivaient à Paris. À l'époque, d'aller de Paris à Nice, c'était des jours de voyage. 4-5 jours de voyage sur un. C'est incroyable. Oui, et ils faisaient ça. Sans faire du chenil, voilà la preuve que la misère ne se fait en Eretz Israël. Oui, mais à l'époque, tu sais, à l'époque, un étrog, ça pouvait monter à 20 000 euros, 30 000 euros pour la mitzvah. Et tous les gens de la ville venaient et prenaient du rave, le étrog, ils étaient à la synagogue et toute la ville passait pour faire le étrog au moins une fois dans la fête. Imagine-toi comment il avait l'air le étrog à la fin du. Ouais. Et tout ça avec des mitzvahs et Bechiba. Mais là, vous savez, ils ont gardé ça parce que, par exemple, à la grande synagogue de Nice, moi j'ai connu. Le shamash, il donne aux gens. Il y avait une table au milieu, juste avant la Teba, où le Chazan il faisait. Et les gens venaient au fur et à mesure un loula pour toute la communauté. Et celui qui voulait acheter, c'était rare. Il fallait vraiment être un vrai, oui. Vous le vouloir à la maison, etc. Oui, il faisait. Il y a combien de temps, Gérard, de ça? Ah ben écoute, moi quand 30 en ans. 67, on est arrivé de Tunis à Nice, mon père il était perdu et j'ai dit, moi je vais acheter mon loulave. Et il fallait commander avant, mais c'est trop tard, monsieur. Alors il avait le loulave. Non, ça fait 50 ans. Ça fait... Moi aussi, je me rappelle encore des synagogues en France. Dans les années 80, je me rappelle les synagogues à Paris. Tu ne voyais pas les gens avec les loulaves. Il y avait il y avait les rabbins qui commandaient, les rabbins qui étaient pieux, etc. Ils avaient des loulaves, mais c'était rare. Au Maroc, tout le monde avait, mais pas en Israël, les gens avaient, mais pas en France, pas en Angleterre, pas dans les pays où c'était. C'est compliqué, jusqu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas une mitzvah d'avoir son loulav? Vadaï, c'est mieux. Surtout pour le premier jour. Est-ce que pour la mitzvah, tu dois l'acheter ton loulav? Ou bien tu peux faire du loulav sur un loulav qui n'est pas à toi? Je vais te dire, moi, quand nous on était enfants, ça coûtait très cher. Mon père, il n'achetait pas pour tous les frères. Ouais. Il achetait, quand on était jeune, il achetait un pour lui. Et il nous donnait matana quand il a fait le loulav. Moi, qu'est-ce que je faisais? Le Rav Odier, c'est qu'il est venu habiter au quartier. Et moi, je n'avais pas d'argent pour m'acheter le meilleur loulav. Qu'est-ce que je faisais? J'allais à la synagogue où il priait et je me mettais devant lui. Il me regardait, il me dit, t'as pas de loulav? Je dis non, il me donnait le sien. Wow. Donc, j'avais le loulav du Rav Odier Yosef. Pas mal. C'est la classe. Mais après, quand ils ont vu mes copains que moi j'ai pris le loulav du Rav Odier Yosef, ils sont tous venus, ils ont fait la queue. Alors il s'est énervé, il a dit du coup, il ne donne plus à personne. Mais il me donnait, les premières fois, il me donnait à moi le loulav avec le étrog. Et c'est étonnant parce que les Juifs de Provence, qui étaient les responsables de l'ouverture du sud de la France, mais à mon avis, même en France, c'est étonnant qu'ils aient gardé ça. C'est Napoléon qui a posé. Mais même en France, je n'arrive pas à croire qu'on peut faire pousser des étrogim. Encore, il y a. Mais déjà dans la région de Marseille, c'est plus le même climat. La Corse, c'est un peu plus loin. En Italie, oui. En Corse, oui. En France, j'ai jamais entendu qu'il y ait des gens qui vendent des. Non, mais les importent. D'accord. Ils viennent du Maroc. Ils viennent du Maroc, ils viennent de. Ça s'est développé, ça venait du Maroc. Oui, ça tient pas la route. C'est où le pays où il y a le plus d'étrog? Le pays où il y a le plus d'étrog, c'est en Israël. Même au Maroc. Mais par exemple, les rabbinim, ils disaient à l'époque, les étrogim, ils appelaient la Corse en hébreu Corsica. Les étrogim qui viennent de la Corsica et qui viennent de Génois. En vieux français aussi, c'est Corsica. Oui, Corsica. Et ils amenaient les étrogim de Génois
Et les Chabad, le Admor Azaken, hein, pourquoi les Chabad, il a envoyé un Chabad qui a quitté la Russie le mois de Elul, il a envoyé à Calabria, en Calabrie, pour amener. Et les Chabad, quand tu vois les Trogim Chabad, ils te disent ça vient de Calabrie. Ah oui, Pourquoi? Parce que le Admor Azaken Balatania, il a dit sur le Etrog, par Ruach HaKodesh, il a dit que c'est le Etrog qui a été planté par Adam Arishon. Comme ça, ils disent chez eux. Alors, une fois les Chabad, ils sont venus chez le Rav Eliashib, ils lui ont amené le Etrog de Chabad, ils ont dit Admor Azaken, il a dit Calabria, c'est Adam Arishon. Il a dit c'est pas vrai. Parce que la Gemara, elle dit, dans le traité Hérovine, elle dit que Rome, elle a été plantée le jour que Salomon il a épousé la fille de Pharaon. Donc il n'y avait pas Rome. Comment ça se fait que Adam Arishon il a planté en Calabrie si il n'existait pas? Et le Rav Eliashib, il leur a dit ça. Mais le Rav Kook, il a fait la guerre, et même dans la réalité, il a raison. Parce qu'il a fait la guerre contre les Etrogim de Corsica, Genoa, Calabrie, Rhodes. À Rhodes, il y avait aussi beaucoup de Etrogim. Pourquoi? Parce qu'il a dit que les chrétiens, ils sont chacham là-bas. Parce qu'il faut savoir qu'un arbre de Etrog, il ne tient pas plus que 15 ans. Testé, prouvé. Un Etrog, c'est un arbre, c'est le plus fragile de tous les agrumes. Il lui suffit un petit coup de sécheresse en été ou un grand froid en hiver qui meurt. Il ne résiste pas plus que 15 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faisait les goïms pour renforcer le Etrog? Il le faisait greffer avec du citron. Donc, le Rav Kook, il a fait la guerre contre les Etrogim d'Italie. Il a dit qu'ils sont tous greffés. Il a dit qu'ils ne sont pas seuls pour la bracha. Et il avait aussi un élément sioniste à l'époque pour renforcer tous les Yishuvim en Israël. C'était ça leur parnassa. Ils faisaient les Etrogim. Le mois de Av, c'était le mois où que tout le public se mobilisait, religieux comme non religieux. Ils allaient dans les Pardesim, Petar Tikva, Zichron Yaakov, Pardes Hana, tout ça, et ils envoyaient les Etrogim dans toute la diaspora. Et les Juifs, les Etrogim se faisaient vendre par qui? Par la KKL. Ça s'appelait Etrog Eretz Israël. Et ils vendaient, ils taxaient évidemment. Il y avait une taxe qui venait pour le Yishuv, pour les organisations sionistes. Et c'est historique. Et de là, c'est venu l'idée de l'Etrog d'Eretz Israël. Bon, après, quand il y a eu l'embargo, etc., sur Israël, donc les Juifs orthodoxes d'Europe, de Londres, des États-Unis, ils allaient se fournir du Maroc. Il n'y avait pas encore des bonnes conditions pour envoyer. Et en plus, il y avait l'année de la Shemitah. Dans l'année de la Shemitah, tu ne pouvais pas faire sortir un Etrog d'Israël. Donc, ils se fournissaient leur Etrogim au Maroc. Et il y avait des tzadikim qui ont dit que même en Israël, les agriculteurs, les premiers agriculteurs, ce n'étaient pas des gens religieux. Dans les années 50, ceux qui vendaient les Etrogim, c'était des gens que la seule chose qui leur tenait à la tête, c'était le commerce, c'était d'avoir le maximum possible de Etrog et le moins de dégâts. Donc, ils ont dit qu'il y a eu beaucoup de greffes qui a été fait dans les années 50, même sur les Etrogim israéliens. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne greffaient pas directement, mais ils mettaient des citronniers dans les champs de Etrogim pour que le pollen par les abeilles il circule. Et il paraît que cette greffe, elle est beaucoup plus forte qu'une greffe faite à la main. Il est caché alors non, alors pour... Ça peut être possible, dans un champ, il y a des Etrogim, pour le Rav Alfanderi qui vivait en Israël, qui est mort il y a 90 ans, pour lui, il n'y a aucun Etrog dans la région d'Israël qui est cachère pour la bracha. Pour lui, il te dit, normalement, ils sont tous greffés. Alors, il te dit, puisqu'il n'y a plus de Etrog dans le monde qui n'est plus greffé, donc il te dit, même un Etrog greffé, tu peux faire la bracha. Parce qu'il te dit, de toute façon, il n'y a pas de Etrog. Si la Torah, elle a dit, c'est le seul fruit qu'il y a dans le monde, il n'y a pas un autre. Le rabbi de Satmar, par exemple, jamais il a fait la bracha devant ses fidèles. Toujours, il rentrait avec son loulav dans une chambre, il faisait la mitzvah, il sortait pour ne pas dire au public faire une bracha ou ne pas faire une bracha, il ne voulait pas. Alors, il ne voulait pas que les gens voient qu'est-ce qu'il fait, ni s'il fait, ni s'il ne fait pas. Personne ne sait. C'est-à-dire, il a voulu dire qu'il y a un problème sur les Etrogim. Il faisait? On ne sait pas.
On ne sait pas. On ne sait pas. Vous en- Baba Saleh, quand il a vu les Etrogim en Israël, il ne voulait pas faire la bracha sur un Etrog israélien pour les problèmes de greffe. Alors, le seul endroit où les Arabes ne faisaient pas la greffe, c'était au Yémen, les Etrogim du Yémen. Mais les Etrogim du Yémen, ils ont un problème, ils ne sont pas beaux. Ils sont gros, ils sont déproportionnés, ils sont verts, ils ne sont pas jaunes. Et ils n'ont pas de pitam, ils n'ont pas de pitam. Le Etrog marocain, il est net, il est magnifique. Non, mais les Tunisiens, ils n'ont pas de pitam. Non, ça dépend, même en Tunisie, prenez les Etrogim du Maroc. Le Maroc a envoyé pour la Tunisie les Etrogim à l'époque. Non, mais aujourd'hui, en Israël, les Etrogim, Ils n'ont pas de pitam. Non, on ne peut pas l'avoir. Le Etrog israélien, alors ça dépend. Le Chazon Ish en année 30, il est venu et ça l'a beaucoup préoccupé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un de ses élèves. Il lui a dit, tourne chez les Arabes pour chercher. Ne va pas. Il a compris, parce qu'il a vu il a eu la rumeur que dans les colonies juives à l'époque, ils étaient plus religieux. Déjà dans les années 30, c'était des gars de Russie, etc. La seule chose qui les intéressait dans les Etrogim, c'était l'argent, pas plus que ça. Et il a entendu qu'il y avait des greffes de citron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 2 élèves à lui et ils ont tourné avec des ânes dans la région depuis Toubas, celui qui connaît, Kalkilia, Shrem. Ils sont arrivés dans un village à côté de Shrem. Pas très loin d'ici. Ouais, pas très loin. Et à côté de Shrem, ils ont trouvé dans un village arabe, ils ont trouvé un très bel arbre de hétrog. Et l'arabe, il ne comprenait rien du tout dans la greffe, etc. Il a dit, il y a de temps en temps dans la région, nous, on les mange en confiture. Et ils lui ont dit, combien de temps ça tient cet arbre? Il dit, il tient maximum 15 ans. Et chaque fois, quand il a 10 ans, je lui prends une branche et je le refais. Donc le Chazon Ish, il a compris que c'était un arbre qui résistait, qui n'était pas greffé. Il a demandé à l'arabe la permission, il lui a payé de l'argent, ils ont pris des branches. Et sur ça, le Chazon Ish, il faisait la bracha. Et là, on a Etrog Chazon Ish en Israël. C'est ce fameux Etrog qui vient de Shrem. Sur la branche qu'il a pris. Sur ces branches-là, on a le Chazon Ish, il faisait, après ça a fait pousser des Etrogim, mais il faisait sur ça la bracha. Et c'est ça ce que tu as. Appellation d'origine contrôlée. Voilà, tu as Etrog Chazon Ish, c'est ça. Autant le chauffard, on améliore bien pour faire comme il faut cacher. Alors, pourquoi le hétrog, on ne peut pas le renforcer aussi avec on ne peut pas le renforcer, c'est greffé, c'est plus du Etrog. Le Ktav Sofer, le fils du Hadam Sofer, il a donné des simanim. Il a dit que la peau, elle doit être toujours plus épaisse que le fruit. Nous, on sait qu'il faut le trop. La Gemara dans Masachet Souka, il a fait Xerat HaKatuv. On va voir, on va arriver à Souka. Très intéressant, oui. Elle a fait une Xerat Shabbat de là. Bon, on sait, le Rambam dit, toi, Israël, sait que le Etrog, depuis Moshe Rabbeinu, c'est Halakha le Moshe Missina et comprend ce fruit. Bon. Mais en tous les cas, regardez les choses. Et Rav Yosef, son fils, Rav Yaakov Yosef, il a dit que les Etrogim de Chabad en Israël, assourd de les utiliser de Kfar Chabad. Pourquoi? Parce que quand vous allez à l'aéroport, vous pouvez voir, vous avez le Kfar Chabad. À votre droite, il y a des Etrogim. À votre gauche, il y a des citronniers. Il dit que les abeilles, elles passent de là à là. Et tout est greffé. Pour lui, il dit qu'un Etrog, un vrai Etrog, il ne faut pas qu'il y ait autour du Etrog à 5 km un citronnier. Alors le seul endroit du monde où alors le seul endroit alors mais il te dit non mais il te dit surtout quand ils sont un en face de l'autre. Alors pour lui c'est les seuls bons Etrogim qu'on a dans le monde, c'est au Maroc. La région de Taroudante, il n'y a que des Etrogim. Il n'y a pas de citron marron. Il n'y a rien. Non, dans cette région, il n'y a pas. Ça ressemble fortement. Ah non, ça ne tient pas là-bas. C'est que le Etrog qui résiste là-bas. On ne sait pas pourquoi. C'est que de là-bas. Et là, c'est le Etrog marocain. Rav Ovadia Yosef, il a écrit, j'ai vu dans son livre, je ne sais pas comment il s'appelle, Alichot Olam. Chazon Ovadia, il a écrit là-bas que la greffe qui est interdite, c'est une greffe faite par un homme, pas faite par le ciel et par des abeilles. Ah, voilà. Alors, à discuter. C'est le vrai chef. À discuter. Pas tout le monde qui est d'accord. À discuter. Baruch Adonai l'olam, amen.